Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Forion Média. Eh bien, vous nous suivez par tous les canaux habituels, surtout ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook et qui peuvent d'ailleurs interagir avec leurs messages. On peut échanger, pourquoi pas. Et les autres, vous nous appelez tout simplement pour participer à l'émission. Et aujourd'hui, nous parlons de la République démocratique du Congo en rapport avec la Belgique, pour ne pas dire le déplacement, la visite du roi Philippe, le roi belge. Il est à Kinshasa depuis quelques heures seulement. Eh bien, 2 ans après avoir exprimé ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation, le roi des Belges est arrivé ce mardi après-midi à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo, sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. Eh bien, quels sont les enjeux de cette visite qui durera 6 jours en terre congolaise? Après les regrets, la Belgique doit-elle demander pardon? Comment favoriser le travail de mémoire? En un mot, qu'attendez-vous de cette visite du souverain belge? La question vous est posée. Une fois de plus, bonsoir. Eh bien, c'est votre émission Le Point sur l'actualité. Aujourd'hui, donc, nous parlons de la RDC et de la Belgique. On essaye de comprendre les enjeux de la visite du roi Philippe à Kinshasa. Il ne va pas s'arrêter seulement à Kinshasa, il faut bien le dire. Il ira un peu partout sur l'étendue du territoire, et notamment dans le Katanga. Eh bien, on va essayer de comprendre tout cela. Tout d'abord, accueillons nos invités. Le consultant permanent Jonathan Batinguéné est avec nous ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Bonsoir, Joe. Bonsoir Bachir Mohamed Ladan, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir à tous les panafricanistes, tous les inconditionnels du programme qui nous suivent ici et depuis leur poste récepteur. Bonsoir à la direction générale qui supervise les opérations, aux autorités de l'État du Cameroun ainsi qu'aux forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de ce cher et beau pays. Et bien sûr, d'autres invités, c'est bien sûr un de nos plus fidèles dans les Grands Lacs, c'est Delphin Mouyempondo depuis Gitega au Burundi. Bonsoir Delphin. Bonsoir mon très cher frère Bachir. Une fois de plus, c'est une joie pour moi de partager le plateau avec vous ce soir. Je transmets mes salutations à mes collègues copanélistes ce soir. Je te laisse le soin, mon cher Bachir, de les présenter, de les citer nommément. Et donc, je me tiens prêt en espérant pouvoir faire avancer le débat. Merci d'être là, très cher Delphin. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Et vous l'avez dit, troisième et pas des moindres, il s'agit du géopoliticien Luc Michel, qui est d'ailleurs au four et au moulin, un dossier qu'il maîtrise très bien. Luc, bonsoir et commençons par vous. Bonsoir Bachir, bonsoir au plateau et bonsoir à Delphin sur le Zoom. Il faut tout d'abord préciser ce qu'est le système néocolonial belge, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et un journaliste de Bruxelles a même parlé d'une France-Afrique à la Belge dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire le Rwanda, le Burundi et la RDC. Tout d'abord, il n'y a rien de commun entre le colonialisme français, britannique, espagnol, italien ou belge. Tout d'abord, le Congo a été assujetti comme le bien personnel, la colonie personnelle du roi Léopold II, le boucher du Congo au XIXe siècle. C'est lui qui était à l'origine de la conférence de Berlin. Et il s'est ajouté le problème avec ce qu'on a appelé le premier génocide de l'histoire moderne, avant les Arméniens par les Turcs et les Juifs par les nazis. Les méthodes qui ont été envoyées par Hitler, elles ont été créées au Congo par le roi Léopold II. Les massacres, le travail forcé et les camps de concentration dans lesquels ils tenaient les femmes et les enfants des travailleurs noirs pendant qu'ils devaient rappeler leur quota de caoutchouc. On a appelé un caoutchouc du sang. Un historien a dit d'ailleurs que tous les beaux monuments de Bruxelles qui datent de l'époque coloniale étaient scellés avec le sang des Congolais. On estime entre 6 à 10 millions
le génocide des Congolais, c'est-à-dire supérieur au génocide des Juifs par les nazis. À l'époque, d'ailleurs, ça n'a pas été ignoré parce que ça a été dénoncé notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc. Et particulièrement en Grande-Bretagne par le grand écrivain qui est Sir Arthur Conan Doyle, qui est le père de Sherlock Holmes. Un historien britannique, Kish, a dit que avant qu'Hitler ne vint, Léopold II fut. Ajoutons que la population ne l'irait pas en Belgique, puisque au même temps où les soudards belges assujettissaient le Congo, c'était les mêmes officiers, sous-officiers. Il y avait des milices bourgeoises à l'époque qui, pendant les révoltes ouvrières des années 1830-1860, tiraient au canon et à la mitrailleuse sur les populations ouvrières de Belgique. Et ce sont les mêmes qui mettaient les enfants belges de 4 à 5 ans pour travailler dans les mines de charbon. Voilà ce qu'il faut retenir, évidemment. Ajoutons, je rends hommage toujours dans chaque émission sur le Congo à mon arrière-grand-père Michel Heubrecht. Il manifestait déjà en 1880. Il était à l'époque un jeune militant socialiste. Il manifestait déjà contre le néocolonialisme de Léopold II au Congo. Il ne faut pas croire que la population belge a été complice et qu'elle s'est tue. Lorsque le temps des colonies est intervenu, il faut retenir une dernière chose, c'est que c'est toujours la famille de Léopold II, les Saxe-Cobourg-Gotha, ses arrière-petits-neveux qui sont rois des Belges. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, le président allemand en 2022 serait l'arrière-petit-neveu d'Adolf Hitler. C'est exactement ce qui se passe. C'est donc l'arrière-petit-neveu de l'assassin du génocidaire Léopold II qui va visiter le Congo et qui va jouer la comédie de l'amitié. À partir de la fin de l'époque coloniale, c'est-à-dire 1955, on a établi une France-Afrique à la belge. C'est ce qu'on appelle ici les réseaux du MR, c'est-à-dire le Parti libéral qui est associé au gouvernement belge depuis 40 ans. C'est l'affaire de la famille du commissaire européen Louis Michel, nous ne sommes pas parents et Jean-Pierre Fortès, et de ses fils donc actuels. Celui-ci est président de la Commission de l'Union européenne, c'est Charles Michel, après avoir été Premier ministre belge, et le petit frère Mathieu Michel, à 25 ans, est ministre grâce aux relations de papa et du petit frère. Voilà ce qui se passe. Ils ont établi un système, donc les réseaux du Parti libéral dans la région des Grands Lacs, qu'on appelle la France-Afrique à la belge, qui fonctionne exactement comme la France-Afrique, qui est un mélange de la diplomatie, des services secrets, la sûreté de l'État belge, de l'armée belge et des grands groupes financiers belges, dont les héritiers justement de ceux qui ont fait le Congo, qui s'appelait alors le Congo belge. Il faut dire une dernière chose pour comprendre ce qui se passe, c'est que le président Joseph Kabila, après avoir été longtemps dans l'influence de cette France-Afrique à la belge, l'a combattu. Il a mis un terme à l'assistance militaire belge, chassé les conseillers militaires, et il a mis un terme à l'aide au développement qui était un enrichissement du pays. Tout cela a été rétabli par Tshisekedi. Qui est Tshisekedi? C'est un des principaux représentants de ce lobby néocolonial belge. Le parti, l'UDPS, a toujours été protégé par les affaires étrangères belges, le Quai d'Orsay et le State Department américain, mais surtout les affaires étrangères belges. Par exemple, sous Kabila, le principal groupe d'opposition congolais s'appelait le groupe de Jean Val. Jean Val, c'est une municipalité fief du Parti libéral près de Bruxelles. C'est pas pour rien que ce congrès avait été assisté là-bas et Félix Tshisekedi est revenu au pouvoir et il a été installé avec l'aide des Belges. Ajoutons que Tshisekedi a été protégé par la Belgique. Vous savez, quand il a été candidat pour succéder à Kabila, il devait disposer
d'un diplôme universitaire belge. Il a présenté un faux diplôme d'universitaire privé belge, un diplôme dans une matière d'ailleurs qui n'était pas enseignée par cette université. Il a été poursuivi en justice par des opposants congolais. Il devait être condamné et les réseaux libéraux belges ont neutralisé le procès. Tshisekedi, depuis, c'est un homme tenu par une possibilité de chantage, évidemment, permanente. Voilà ce qui se passe. Voilà donc le but de la visite du roi des Belges. Il intervient à une période où on a remis la domination néocoloniale exactement comme en France. Il y a la question mémoriale qui est enterrée au sein de commissions parlementaires. Il y a notamment une commission parlementaire sur le meurtre de Lumumba. Le meurtre de Lumumba a été décidé par la cour du roi belge, c'est-à-dire l'oncle de l'actuel roi, le roi Baudouin à l'époque, avec l'aide du MI6 britannique et de la CIA et des Nations Unies. Sa commission parlementaire, loin de faire la lumière sur le responsable des Belges, elle a évité à neutraliser, évidemment, notamment les suites judiciaires. C'est la même chose pour la question du colonialisme, la question de la mémoire et surtout la question des biens coloniaux saisis, notamment dans les musées belges. Il y a en particulier le grand musée colonial de Tervuren qui détient de nombreuses collections congolaises de l'époque coloniale et en particulier, ce qui est encore plus scandaleux, comme on dit, comme on sait l'importance des restes humains et des têtes pour les populations bantoues, elle détient des collections anthropologiques collectées comme l'était l'anthropologie allemande et nazie avant 1945, des collections de crânes de chefs africains qui avaient résisté au colonialisme du roi Léopold. Voilà pourquoi il ne faut pas se faire d'illusions sur la visite du roi Philippe là-bas. Le but, c'est de relancer la France-Afrique à la baisse et évidemment, les populations congolaises que l'on va inviter à applaudir le roi des Belges, elles sont le dindon de cette force d'exploitation néocoloniale. C'est l'exploitation qui continue après l'assujettissement du Congo belge au roi Léopold II en 1880. Tout d'abord comme État indépendant du Congo, colonie personnelle de Léopold II, et ensuite comme colonie belge à partir de 1910. Merci Luc Michel pour toutes ces informations. Alors, on va aller du côté de Delphin qui est donc dans les Grands Lacs. Delphin, votre pays a également été victime de la colonisation belge. On en parlait d'ailleurs en off pendant la préparation de cette émission. Quel regard vous portez sur cette visite du souverain belge en RDC? Merci mon cher Bachir une fois de plus de m'accorder la parole. Tout d'abord, je rends hommage à l'intervention de mon cher aîné Luc Michel. Il n'y a rien dans ce qu'il a dit que je dément. Au contraire, je confirme tout ce qu'il a dit. Moi-même, mes ancêtres, ce n'est pas que je veux tirer la couverture sur moi, mais ça va aider à expliquer le sujet qui nous occupe ce soir. Vu que je parle aussi bien à un public africain, mais aussi européen, et que j'ai vécu pas mal de temps en Europe, en partie en Belgique, eh bien, je vais utiliser le terme de duc et d'archiduc. Mes ancêtres étaient des ducs, donc, qui faisaient partie de l'aristocratie du Burundi. Donc, ils ont été, j'allais dire, parmi les premières victimes de la sauvagerie, il n'y a pas d'autre mot, du gouvernement du royaume de Belgique. Donc, ils m'ont éduqué, évidemment, dans un état d'esprit où il ne faut pas, j'allais dire, mettre sur le même piédestal l'élite et la masse, mais tout de même, ils ont combattu en leur temps, ils ont essayé, du moins, avec les moyens qui étaient les leurs à l'époque, et malheureusement, ils n'ont pas tenu face à la machine de guerre étatique belge, et donc, à la suite de mon cher aîné Luc Michel, moi je ne me fais malheur aucune illusion. D'ailleurs, c'est avec toi, mon cher Bachir, que nous occupions ici même avec mon frère Jonathan.
où nous parlions des tensions qui sont apparues dans l'ancien camp qui s'était coalisé contre Kabila fils. Et j'avais déjà dit cette fois-là que pour moi, Tshisekedi, c'est une marionnette. Je vais rester poli ce soir. Et que tant que ce monsieur prétend gouverner la RDC, pour moi, je n'attends alors strictement rien de sa part. Au contraire, je dirais plutôt que le roi des Belges, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, ces gens-là suivent parfaitement tout ce qui se passe dans le monde, même s'ils font attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font une fois en public. Donc, comme à côté de la RDC, il se trouve à un petit pays, donc, qui est le mien, le Burundi, qui n'est pas moins, j'allais dire, pugnace que nos frères et sœurs du côté de Bamako, et que actuellement les paradigmes de la multipolarité s'accélèrent de part et d'autre de la Terre. Eh bien, ce monsieur ne veut tout simplement pas, je parle de ce roi-là, de Belgique, ne veut tout simplement pas être pris de vitesse par, d'une part, le retour éventuel de Kabila fils aux affaires, mais aussi, donc, qui dit retour de Kabila fils dit forcément coopération à nouveau avec le Burundi voisin, là où Kabila fils, ainsi que l'ancien président Nkurunziza, paix à son âme, avait déjà mis la coopération Congo-burundaise. Donc à partir de là, je pense que je viens, en tout cas dans un premier jet, d'expliquer en quoi, pour moi, la venue de ce roi dans ma région ne signifie pas grand-chose. Au contraire, j'aurais même tendance à le prendre comme, à minima, une menace, et dans le pire des cas, comme une insulte. Alors, voilà ce que je peux dire dans un premier jet, mon cher Bachir. Très bien. Alors, à minima, comme une insulte, c'est en tout cas ce que dit Delphin Moyompondo depuis Gitega au Burundi. Jonathan Batengene, cette visite, elle revêt un caractère, du moins si l'on en croit la communication officielle, elle revêt un caractère qui se veut à la fois de réconciliation, mais aussi un travail de mémoire de la Belgique vis-à-vis de la RDC. Comment vous analysez cela? Il faut noter que c'est une vieille entreprise. Hein. C'est une entreprise qui a connu un certain succès au début des années 2000. Quand vous vous souvenez de M. Van Ronweg, ce député, et toute la dynamique autour qui s'était battue au niveau du Parlement pour que la primature belge reconnaisse les crimes commis au Congo. Eh bien, il faut d'abord rappeler, comme le disaient nos prédécesseurs, Luc Michel puis Delphin, que le Congo, c'est quand même une exception hein, en matière de colonisation. C'était la propriété privée du roi des Belges. C'est-à-dire, si d'autres pays avaient été colonisés, et c'est une colonisation tardive. Si les autres ont été colonisés dans la période tout à fait de la fin du 19e siècle et début du 18e siècle, avec la colonisation congolaise, on est au début du 20e siècle. 1908, c'est l'une des colonisations les plus tardives. Une des colonisations les plus barbares aussi, parce que c'est l'une des colonisations pendant lesquelles on a vu des gens coupés, dont la main a été coupée à la machette pour les travaux forcés. Des gens ont été bastonnés. On a des peuples qui ont été carrément décimés dans la population congolaise. C'est des génocides qui sont inédits dans l'histoire. La démarche humaniste qui avait été entreprise au niveau du Parlement belge avait voulu qu'il y ait une entreprise de réconciliation, mais surtout de demande de pardon. C'est une initiative louable. À ce niveau, on ne peut pas reprocher aux Belges de n'avoir pas eu ce penchant humaniste. Oui. Les peuples africains méritent bien que d'abord les peuples occidentaux qui se sont livrés à cette entreprise inhumaine demandent des excuses de manière officielle comme le peuple belge est en train de le faire. C'est une bonne chose. Seulement, la Belgique au Congo n'a pas joué. Moi, je ne donnerai pas le primat des initiatives à la Belgique, comme le veut bien notre frère Luc Michel. C'est vrai, pour la Belgique semble être un pays qui a une politique étrangère. Non, il faut prendre l'histoire de la Belgique telle qu'elle est. La Belgique, c'est d'abord un peuple, c'est un pays, un royaume qui va
vivre sous le régime de neutralité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Allemagne va enfreindre le régime de neutralité de la Belgique. Et c'est au nom de cette enfreinte que la Belgique va revendiquer auprès des Nations Unies un statut de nation avec une capacité de défense. C'est-à-dire que si la Belgique, dans l'entreprise coloniale, avait eu une revendication des prétentions sur le Congo, c'était essentiellement au nom de la recherche de débouchés et puis du prétexte humaniste. Ils avaient utilisé des prétextes humanistes, mais la Belgique n'avait pas les mêmes capacités que la France. Ce n'est pas le même empire colonial. On ne parlera pas du même empire colonial que l'empire colonial britannique ou de l'empire colonial français. Oui. D'ailleurs, lorsque le territoire du Congo sera menacé, la Belgique fera des concessions à la France et à la Grande-Bretagne pour combattre l'Allemagne sur les territoires qui étaient la prétention de la propriété du roi des Belges. Donc, la Belgique avait ce statut de neutralité, ce petit pays d'Europe n'avait pas la capacité de tenir militairement le Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Belges vont utiliser leur rayonnement diplomatique pour convaincre les autres nations de les aider à rester au Congo. Et parce qu'ils étaient très décriés avec ce qui s'est passé en 1960 au niveau des Nations Unies, ils étaient très décriés. Ils ont décidé donc de manœuvrer au sein de l'OTAN. Oui. Et en 1960, ils vont réussir leur entourloupe, ils vont faire des concessions aux États-Unis et ils vont soutenir en réponse les États-Unis en envoyant un corps expéditionnaire en guerre de Corée qui va en compensation apporter son soutien aux États-Unis et les États-Unis leur apporteront le leur sur le territoire du Congo. Conséquence, la mort de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, la mort d'un ensemble de nationalistes qui seront présentés par les Belges aux États-Unis comme étant des continuations de la percée communiste sur le territoire africain. Donc, si les Belges ont, dans la continuité coloniale, dans le néocolonialisme mouillé, c'est essentiellement par procuration. Les Belges même n'ont pas une réelle puissance. Ils ont confié aux États-Unis la grande partie des opérations sur le territoire congolais. Mais il reste que l'ensemble des problèmes qui ont été soulevés par la colonisation belge continuent à se poser. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les Banyamulenge. Je sais que mon frère Delphin, qui parle le Kinyarwanda, comprend très bien ce que ça signifie. Banya, ceux qui viennent de la province du Mulenge, donc de la région du Mulenge, au Rwanda, ceux-là sont encore installés. C'est des périodes, c'est des populations qui ont migré sous l'initiative belge à partir de 1933, les premières grandes migrations dans l'est et le sud-est du Congo. Oui. Ces populations du Rwanda aujourd'hui posent encore problème. Il y a la question de la porosité de la frontière entre le Congo et le Rwanda. La Belgique n'a pas aidé le Congo à résoudre cette question et la Belgique, en facilitant surtout la CIA, l'implantation de la CIA dans cette zone, a contribué à désagréger, parce que aujourd'hui on ne dira pas que les Belges sont véritablement les maîtres du jeu. Les choses se font en Belgique du fait que les États-Unis savent que c'est la puissance qui par procuration leur donne le pouvoir d'action sur ce territoire. C'est un territoire aujourd'hui qui est essentiellement convoité par les États-Unis. C'est les États-Unis qui sont les acteurs véritables de la déstabilisation de la RDC via des pays satellites comme le Rwanda ou bien l'Ouganda. Donc, les Belges, le roi des Belges qui arrive dans sa mission humaniste, est-ce qu'il aura la capacité de poser sur la table les véritables problèmes qui ont été orchestrés qui ont été engendrés également par les Belges? Est-ce qu'il posera sur la table, en dehors des excuses, est-ce qu'il posera sur la table la question de l'ingérence qu'ils ont donné, de ce droit d'ingérence qu'ils ont donné à la CIA aux États-Unis? Est-ce qu'ils poseront sur la table la question des frontières, de la porosité des frontières? Est-ce qu'ils aideront les Congolais à faire pression sur le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'être un État soutien pour les rébellions qui se déploient dans l'est du Congo? C'est aujourd'hui les grandes questions. Si la Belgique veut apporter de l'aide au Congo, c'est bien déjà de demander les excuses, mais la Belgique devrait poser des actes qui montrent clairement
qu'ils sont désormais engagés à réparer les dommages qu'ils ont causés au Congo. Alors, et retournons vers Luc Michel. Luc qui semble peut-être pas d'accord sur un certain nombre de points. Mais en vous donnant la parole, Luc Michel, j'aimerais bien sûr que vous nous disiez un ou deux mots, justement, puisque le sujet nous oblige quand même à revenir sur le système colonial belge au Rwanda, au Burundi et même la fortune coloniale des Saxe-Cobourg. C'est un système qui concerne les Grands Lacs. Mais le roi Léopold II n'est pas responsable de la colonisation du Rwanda et du Burundi. Celle-ci est l'œuvre des Allemands et les Allemands y introduisent les délires racistes de l'anthropologie allemande au XIXe siècle. Ils séparent entre une race supérieure, les Hutus, et une race inférieure, les Tutsis, et une race inférieure, les Hutus. On mesure les crânes, on mesure la taille des populations. Et on définit une monstruosité. On dit que les Tutsis sont des Caucasiens blancs, ne riez pas, c'est-à-dire des Noirs, des Blancs à peau noire. Lorsque, en 1917, l'Allemagne perd le contrôle de ses colonies, c'est la Première Guerre mondiale, la Belgique repart avec les troupes anglaises et françaises de la région des Grands Lacs, du Rwanda et du Burundi. Et en 1919, au congrès de Versailles, la SDN donne le mandat colonial à la Belgique, qui forme dès lors une colonie unique, le Rwanda-Urundi. Là-bas, ils reprennent les méthodes de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'ils reprennent la division entre Tutsi et Hutu, et ils s'en servent pour diviser les populations et gouverner avec l'aide de la minorité Tutsi, la majorité Hutu, dans les deux colonies du Rwanda et de ce qui va devenir le Rwanda et le Burundi. En 1960, ce sont les indépendances qui sont menées par un mouvement unique rwandais-burundi qui est dirigé par le prince Rwagasore. C'est le Lumumba burundais. Il est assassiné d'ailleurs comme Lumumba par la sûreté de l'État belge. Jonathan vous a raconté que en fait c'était les Américains qui sont à la manœuvre. Non, ce sont les Belges. Les Belges ont l'appui de la CIA, du MI6 britannique, mais également du SDEC français, puisque Focard considère que les colonies belges font partie du précaré français à partir de 1960, dans le cadre de la guerre froide. Mais cet assassinat, il a été fait par les Belges. Les Belges, contrairement à ce que nous a raconté Jonathan, ils contrôlent militairement la colonie. Comment la maîtrisent-ils? Ils ont constitué une armée coloniale qu'on appelle la force publique, qui est encadrée par des sous-officiers et des officiers belges, commandés par un général belge, le général Janssen. Cette force coloniale, exactement comme elle l'avait fait Léopold II, elle recrute des populations minoritaires dans les régions du Katanga et dans les régions de Kinshasa, des régions qui ethniquement, des populations sont minoritaires et qui forment cette armée coloniale. L'armée coloniale, la force publique du général Janssen, pendant les années 58 à 62, elle s'oppose à Lumumba et au mouvement de décolonisation. Et j'ajouterais qu'elle participera avec Focard à une sécession, celle du Katanga, avec Moïse Chaudelet, qui est appuyé par les États-Unis au nom de l'anticommunisme. On se rappelle que Lumumba est livré par l'agent de la CIA Mobutu, l'ami du roi des Belges vaudois. Il est livré à Moïse Chaudelet. Il est exécuté par un agent de la sûreté de les Belges. Tout cela sera établi par la commission d'armée parlementaire. L'assassin de Lumumba, il s'appelle Siout, et il avait sur sa bibliothèque la mâchoire de Lumumba qui était exhibée comme un trophée. Elle a été saisie il y a 3 ans par la justice belge et on essaye depuis de la rapatrier pour l'enterrer avec les honneurs au Congo et ça ne s'est toujours pas fait. Voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire. Maintenant, est-ce que la Belgique est véritablement une puissance mineure? La Belgique, c'est une construction géopolitique, une monstruosité qui est créée par les Britanniques
et qui est un verrou pour empêcher la Belgique et en particulier le port d'Anvers avant 1914 de retomber comme sous Napoléon, sous l'influence française. Le roi des Belges, c'est un Saxe-Cobourg, mais le mari de la reine Victoria, c'était également l'oncle de la reine Victoria, c'était également un Saxe-Cobourg. Il était le mari de la tante de la reine Victoria et c'est lui qui aurait devenu le roi des Britanniques, sauf que la mort prématurée de la reine fera que Victoria va devenir reine. Les Saxe-Cobourg ont une fortune colossale créée par la puissance coloniale, par le pillage du Congo. Le roi Léopold II, à sa mort, il fait une entourloupe juridique, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle la dotation royale. Il donne ses biens en nue propriété à la Belgique, mais il en laisse l'usufruit éternellement à la famille des Saxe-Cobourg-Gotha. Cela veut dire que les nombreux châteaux et propriétés que possèdent les Saxe-Cobourg-Gotha, ils sont utilisés par la famille, mais entretenus par l'État belge, et à chaque génération, on ne paye pas, ce sont les seuls Belges qui ne payent pas évidemment les droits d'héritage, ce qui fait que la fortune, elle croît exponentiellement. Il y a une espèce de syndicat des maîtres du monde qu'on appelle les Bilderberger, du nom de la ville suisse où ils se réunissent. Il y a dedans les Rockefeller, il y a Georges Soros et compagnie. L'homme qui représente la Belgique au sein des Bilderberger, ce n'est pas le Premier ministre belge ou un homme politique, c'est le roi des Belges, Philippe. Il est là parce qu'il a la principale fortune financière de Belgique et l'une des principales en Europe. La fortune des Saxe-Cobourg, elle est supérieure à la fortune des Windsor, que l'on dit généralement être la première fortune privée d'Europe. En réalité, c'est celle des Saxe-Cobourg-Gotha. Et surtout ça, donc, on ne paye pas d'impôts. Les grands fleurons des fortunes belges bancaires, la Société Générale par exemple, elles sont faites de l'époque coloniale. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que la Belgique, elle joue un rôle actif et majeur dans le contrôle de la région des Grands Lacs pour le compte des Américains et pour le compte des Britanniques, mais elle joue un rôle moteur majeur, notamment militaire et sécuritaire. C'est la première chose à retenir. Il ne faut pas en faire des marionnettes. Et deuxièmement, c'est la raison pour laquelle il ne faut rien attendre de la visite du roi Philippe, parce qu'il est l'héritier typique de cette fortune et de cette famille de prédateurs coloniaux. Luc Michel, eh bien, ça s'échange également sur le live. Kanko et Sachi me dit, Bachir, faisons une réflexion collective. Donc, si Hitler était en vie, est-ce qu'il pouvait se rendre en Israël? Alors, l'autre dit, non, le petit-fils de Hitler, peut-il se rendre en Israël? Alors, on comprend bien la question avec un peu d'ironie. Allons du côté du standard. On nous fait savoir que Jean Sacpono nous appelle depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Bachir. Vous m'entendez? 5 sur Saint-Jean. Merci. Et je salue vos invités, Delphin, et Jonathan, et puis Luc Michel, tous ceux qui écoutent For You Media, Bachir. Merci. Bachir, c'est vraiment avec un serment de cœur que nous écoutons, ou bien que nous sommes informés depuis longtemps, la visite du roi belge au Congo. Franchement, c'est une insulte. Bachir, ça fait mal. Cette visite est liée aussi à celle du pape François, bientôt, en juillet. Cette visite est liée aussi au plan de la MONUSCO en RDC, plus de 30 ans. Cette visite est liée aux organisations, aux compagnies minières américaines qui déchirent, qui violent le sol congolais et qui tuent la population, qui arment les rébellions pour tuer la population congolaise. Parce que ça fait mal. Mais est-ce que Etienne Tshisekedi est effectivement au parfum de tout cela, de tous ces plans diaboliques sur le Congo depuis longtemps? Ce n'est pas un bon gardien du peuple, sincèrement.
C'est des gens qui se battent pour leur suivi dans ces pays soi-disant européens. Et non, dans leur pays, ils ne sont pas gardiens de leur pays. Bachi, ça fait mal. Mais, Bachi, il y a un maître pour tout, le maître de l'univers. Les Congolais souffrent, les Congolais meurent chaque jour. Qu'est-ce qu'on doit faire? La MINUSCO doit quitter le Congo. Les Congolais doivent se réunir pour se réorganiser, pour être internes et non externes. C'est ce que dit, ne joue aucun rôle interne. Il n'est pas un gardien du peuple. Ça fait mal. Devant toutes ces atrocités, ça fait mal. Et il n'y a personne pour défendre la vie des Congolais. Ça fait mal, Bachir. On n'est pas ici pour faire seulement l'histoire et la littérature. Non. Il faut des actions concrètes. Ces actions concrètes, nous inviter la population congolaise à se réunir pour manifester contre la visite, contre cette visite insultante, inhumaine. Combien, si nous prenons même les responsables religieux qui disent qu'ils connaissent Dieu, qu'ils connaissent la lumière, cette lumière divine là, qui connaissent cette lumière divine et qui défendent la vie humaine et qui sont intéressés par la dignité humaine. Où sont ces religieux là? Où sont ces autorités religieuses là? Ils ne voient pas ce qui se passe au Congo pour prendre une résolution. Quel Dieu ils adorent? L'argent. N'importe quoi. Ça fait mal, Bachir. Mais que les Congolais prennent conscience pour effectivement se défendre eux-mêmes. Ces visites insultantes doivent cesser, Bachir. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. Donc, Jean Sarpono pour la contribution depuis les États-Unis d'Amérique. On va prendre deux autres appels avant de... D'accord, Zerfel d'abord. Donc, avant de revenir rapidement vers Delphin et Jonathan. Zerfel, bonsoir, depuis l'Allemagne. Ok, bonsoir, Bachir. Je salue mon frère qui est sur le plateau avec toi et puis je salue tous les Africains. Moi, la visite de ce monsieur-là est dans un pays où son père ou son fils ou son grand-père a dissimulé, a fait du mal aux Africains. Quand je vois aujourd'hui les Congolais laisser ce monsieur rentrer sur leur territoire, je ne sais pas à quel moment un grand pays comme ça, c'est pas un petit pays, la Belgique, c'est le quartier des choses du Congo, un quartier, comment dirais-je, de leur capitale, là, que le nom m'échappe. C'est un quartier. Donc, moi, quand je vois ce monsieur, ils sont contents, là, voyez-vous, quand le plus souvent, on choisit des gens qui ne sont pas prêts même pour défendre les citoyens. Regarde, le plus souvent, on regarde des enfants, des femmes, les bagages sur la tête, avec les vieillards en train de marcher sous le soleil. Tandis que les gars là, ils sont, comment ça, je n'ai pas insulté quelqu'un, ils sont là dans les maisons climatisées, ils ne voient pas la souffrance. Lui, aujourd'hui, ce monsieur-là va venir faire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il va dire? Pardon? Tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour demander pardon. Ou c'est quoi? Il est venu, c'est pas pour demander pardon. Il est venu chercher, comment dire, le diamant et de l'or du Congo. Ça c'est clair. C'est pourquoi il est venu là. En partant là, le monsieur qui est gros là, il va lui faire des valises de tout ça là pour qu'il passe des choses en Belgique avec. Sinon, c'est pas quelqu'un. Est-ce qu'il s'est levé? Est-ce qu'il a dit une fois? Parce qu'il regarde la télévision. Il voit comment l'actualité de l'Afrique. C'est ce qui se passe là-bas, il est au courant. Est-ce qu'il a une fois dit que, comment dirais-je, ces gens qui sont en train de tuer les gens là, on va t'aider pour que cette guerre, ça s'arrête? Ils n'ont jamais dit ça. Mais quand on tue les Africains, ça les arrange. Parce que le plus souvent on dit, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc, quand lui vient là, et puis ce monsieur-là, lui, il est à côté, moi, les Congolais là, arrêtez le temps de danser, de chanter, tout ça, ça s'est passé. Regardez, comment dire, quand vous courez pour aller au Japon, en Chine, ou machin, pour vous acheter les Shintok là.
Vous pensez ils sont assis là et puis c'est venu comme ça du ciel? Ils ont travaillé. Or que vous avez tout ce que vous avez besoin pour fabriquer ces choses-là. Et bien, vous perdez votre temps à se dépimenter les femmes et puis encore se gratter, se devenir, je ne sais pas si vous voulez. Je crois que la liaison s'est coupée finalement avec Zerfel. Le plus important a été dit, me semble-t-il. On va aller donc... alors, est-ce qu'on peut prendre les appels de Lamine? Je vois également Madame Yao. D'accord, on prend Lamine. Lamine Diop, depuis Genève en Suisse. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Bachir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de Foyou, ainsi que votre régie technique. Bonsoir à l'ensemble des panélistes participants à cette thématique. Écoutez, mon cher Bachir, je vais juste surfer sur la thématique. Tout simplement, ça m'intéresse peu tout ce qui touche politiquement à la RDC. Pourquoi? Parce que ce pays et une bonne partie de sa population se comportent comme un mauvais allié et un mauvais frère dans ce combat panafricain, en continuant de rabaisser les Africains en général avec leur degré zéro de maturité à propos du sens commun, puis de la conscience de l'émancipation d'un peuple orienté vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Donc il y a des prérequis fonctionnels qui sont montés à l'envers dans ce pays, donc naturellement, tout ce qui se fera politiquement et sociologiquement, ce sera de la pure niaiserie, selon moi. Alors, vous savez, mon cher Bachir, la visite d'un tel dignitaire belge en RDC, c'est une continuité, mais ce n'est pas une surprise. D'abord parce que tout le monde sait que le président de la RDC actuelle s'est complexé et qu'il est atteint du syndrome de Stockholm, passant ainsi son temps dans les arcanes du lobby néocolonial belge à la recherche d'une satisfaction ou d'un besoin de considération typiquement constatable chez les personnes ayant ce type de syndrome. Et puis, il faut bien se rappeler que les gens de ces pays, par exemple, sont à 100 ans de retard. Quand je parle des gens de ces pays, je parle politiquement, sont à 100 ans de retard de l'éveil de conscience et de panafricanisme du peuple malien. En effet, les Congolais de la RDC admirent tout ce qui vient de l'Occident. Donc faire venir le roi belge dans ce pays, ce n'est que du capital politique et sympathique gagné malheureusement par Tshisekedi auprès de son opinion publique. Ensuite, il y a un cas particulier en ce qui concerne Tshisekedi. Pourquoi? Parce que le roi belge, j'imagine, tente d'installer avec lui des relations cordiales, de travail et même de considération en pensant que s'il arrive à flatter sa sensibilité, son besoin de considération, à accepter de venir sur Kinshasa de façon solennelle sous les acclamations et cortèges rythmés par les balafons, etc., comme à l'ancienne, ça pourrait simplifier les choses et repositionner son pays parmi les premiers à se servir du sous-sol extraordinairement généreux de la RDC. Bon, le résultat de tout ça, c'est que Tshisekedi, comme d'habitude, plus que d'habitude, continue à humilier les Africains et il faudra quand même un jour qu'ils comprennent de tels saupoudrages protocolaires ou autres, du genre la réception du roi belge en RDC au rythme du folklore local, c'est désormais le cadet de nos soucis pour beaucoup à propos des peuples africains. Parce que tout simplement, notre sens commun nous démontre que le contraire ne se fait pas à Bruxelles, par exemple. Donc, mon cher Bachir, de telles initiatives, je les accueille avec beaucoup plus de dédain que d'admiration, car je ne suis pas amnésique d'histoire. Si Tshisekedi et une bonne partie de la RDC le sont, que grand bien leur fasse. Comme la formule le dit si bien, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, il ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Donc, je dis next, de fin d'émission, à bientôt. Ciao. Merci Lamine Diop, à très bientôt. Et Madame Yao nous appelle de Côte d'Ivoire, comme toujours. Bonsoir, Madame Yao. Bonsoir, Monsieur Bachir. Bonsoir for you. Bonsoir à tes invités. Bachir, que peut-on attendre de la visite du roi belge en RDC? Chez Tshisekedi. Bachir, tu sais, moi, c'est pour ça que maintenant là même j'ai peur d'appeler parce que quand j'appelle, je suis tellement dur que vous ne voulez pas laisser, vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout de ma pensée ou bien de mes pensées. Tshisekedi, moi, franchement, c'est vous qui avez pensé que Tshisekedi était venu pour les Congolais. Hein? C'est vous, certains panélistes qui disaient oui, Tshisekedi, c'est un patriote, et puis oui, ceci et puis cela. Tshisekedi, il est au pouvoir grâce au roi. Tshisekedi, attendez, le corps de son papa a fait combien de temps là-bas?
le corps de son père a fait combien de temps là-bas? C'est pas quand il est venu au pouvoir que ils ont rapatrié le corps de son père pour faire les funérailles. Je sais pas, hein, je peux me tromper. Je peux me tromper, mais en tout cas, dans ma tête, c'est ce que je vois. Tshisekedi, c'est un franc-maçon. Tshisekedi ce n'est pas un nationaliste. Tshisekedi n'est pas venu travailler pour le peuple congolais. Tshisekedi est venu remplir son ventre. Cette visite du roi, là, ça ne va rien apporter aux Congolais. Alors là, rien du tout. Le roi est venu, il avait envie de faire une visite. Donc bon, il a envie de faire une balade. Il a choisi le Congo. Et donc, ce n'est pas eux qui ont tué Lumumba. Si moi j'étais Tshisekedi, le roi belge n'allait pas venir dans mon pays. Si aujourd'hui le Congo est dans tous ces problèmes-là, la RDC est dans tous ces problèmes-là, qui à la base, ce n'est pas la Belgique, c'est pas la Belgique, c'est pas le roi, c'est pas eux, les premiers rois et autres là, c'est pas eux qui ont tué Lumumba. C'est eux qui ont tué Lumumba, qui ont fait brûler Lumumba, qui ont arraché les dents de Lumumba. C'est pas eux. C'est pas eux qui ont actuellement le Nord Kivu, ou bien comment on appelle, qui est en train d'être exploité par le Paul Kagame. Voilà un autre. Paul Kagame qui pille le Nord Kivu et qui tue les vrais Congolais là, qui parlent. Tu as déjà entendu les Belges là dénoncer ça? Moi, je n'entends rien de bon ne va sortir de la visite de ce roi-là. Alors là, rien du tout. Il est venu pour continuer le pillage, avec le vol, avec la maltraitance au Congo. C'est tout. Il est venu prendre ses repères. Et quand il va retourner chez lui en Belgique, il va encore mettre un autre plan diabolique en place pour venir créer le désordre. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Donc, franchement, Bachir Tshisekedi, ce n'est pas un patriote. Moi, je l'ai dit tout le temps. J'ai dit son père fait partie de ceux qui ont tué Lumumba. Donc, moi, je n'ai jamais supporté son père. Donc, Tshisekedi, mais je ne le supporte pas. Oh, les cœurs, on y va. Les cœurs, on y va. Merci à vous, Madame Yao. Eh bien, Delphin, Madame Yao et tous les autres, quand même, ils ont évoqué quelque chose de très important. On a entendu le nom Rwanda sortir. Est-ce que le souverain belge pourrait prendre position en faveur de la RDC, justement, dans le conflit actuel qui oppose Kigali à Kinshasa? Merci, mon cher Bachir, de me rendre à nouveau le micro. Mais avant de répondre à ta question, j'aimerais mettre un bémol sur l'analyse de mon ami Jonathan. Ce n'est pas tout à fait exact de dire que la Belgique n'a pas d'influence ou n'a pas eu d'influence dans la région des Grands Lacs, parce que tout à l'heure on parlait d'une dynastie, la dynastie Saxe-Cobourg-Gotha. Sans aller vraiment dans les détails, c'est une dynastie qui remonte, en gros, qui a eu de l'influence depuis les années 1400 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a régné sur bon nombre de pays d'Europe, donc la Grande-Bretagne, la Belgique, jusqu'aux Indes et évidemment jusqu'en Afrique. Vous n'imaginez pas la fortune colossale qu'elle a amassée et donc les coopérations géopolitiques qu'elle a su mettre en place pour continuer à avoir, comme l'a expliqué mon cher Luc Michel, de l'influence jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de parler devant les caméras de Forum Media. Donc, à partir de là, prétendre que le royaume de Belgique actuel n'influence pas, ne continue pas d'influencer ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, c'est aller vite en besogne. Par ailleurs, c'est vrai qu'après, les États-Unis, évidemment, après avoir brûlé vives 2 villes japonaises, ont, j'allais dire, imposé, sont devenus le grand parrain au-dessus de la Belgique. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la puissance des États-Unis est récente, est relativement récente par rapport à l'histoire. Donc les États-Unis, même s'ils sont devenus une grande puissance, ne sont pas parvenus à éteindre, étouffer, détruire l'influence des vieilles dynasties comme les Saxe-Cobourg-Gotha.
ajouter à cela aussi des nains géopolitiques comme la France, je tiens à rappeler ici que le fameux Bob Denard, qui a fait des catastrophes dans l'ensemble de la zone CFA, commence effectivement sa carrière dans les événements qu'on a évoqués juste avant moi, dans le Katanga. Donc c'est là où il se fait les armes, et avant de devenir le Bob Denard que tout le monde connaît de nos jours. Donc je rebondirai aussi pour sortir de cette intervention sur les propos de mon frère Zerfel, je crois. Il l'a dit avec ces mots, mais en gros il disait que les Congolais gagneraient à laisser le côté dansant et se mettre de façon plus approfondie à la géostratégie. Ça paraît anodin, mais c'est vrai. Je viens de montrer ici en illustration l'influence qu'une dynastie peut avoir sur plusieurs siècles. Et j'invite encore une fois les Africains à faire moins de sport et d'amusement pour faire de la géostratégie. Sinon, on sera toujours dépassé. On sera toujours dépassé. Je dis souvent, quand je suis en aparté avec des amis africains, que nous avons à suffisance démontré notre talent dans les domaines comme l'art ou le sport. Et je ne dis pas que nous devons totalement arrêter ces choses-là, mais nous devons aussi nous mettre au diapason en ce qui concerne la géopolitique, la géostratégie, parce qu'une bonne compréhension de l'histoire et de la géographie nous aidera de façon collective dans l'ensemble de notre volonté aujourd'hui panafricaniste de nous libérer et d'assumer nous-mêmes nos propres destins. Donc maintenant, pour revenir à ton interrogation, mon cher Bachir, je pense que tu as voulu faire une blague. Je ne vois pas comment le roi des Belges dirait à son agent sur le terrain d'arrêter de faire ce qu'il fait depuis maintenant 20 ans. Kagame, même si, on va dire, il a un peu plus de mordant qu'un nègre de maison qui se trouve à Abidjan, n'en reste pas moins un agent de la CIA. Nous avons déjà expliqué à suffisance comment il est arrivé au pouvoir, comment il est arrivé à se maintenir au pouvoir, comment il a même osé gifler, géopolitiquement parlant, j'entends, le nain géopolitique qu'est l'ex-président Sarkozy. S'il n'a pas été inquiété, ce n'est pas parce que Kagame est tout puissant, non, pas du tout. C'est parce qu'il est couvert par la Maison Blanche, d'une part, et d'autre part, la famille Saxe-Cobourg-Gotha. Donc, pour ma part, je dirais tout simplement que les choses vont évoluer. Nous allons voir comment elles vont se décanter, mais je ne place aucun espoir en Kagame, en tout cas dans la sous-région. Il se comporte autrement du côté de Bangui, mais en tout cas dans la sous-région des Grands Lacs, je me méfie de lui. J'ai même eu à expliquer dans d'autres chaînes que à la mi-2020, le haut commandement militaire burundais avait dû mettre la pression sur Kagame justement pour qu'il arrête ses incursions qu'il faisait du côté de Bujumbura, parce qu'il voulait aussi déstabiliser le Burundi après l'avoir fait en RDC. Et heureusement, nous avons pu acquérir un système de défense aérien venu de Russie. Et depuis cette époque-là, mon frère Kagame ne se permet plus de venir chez nous comme s'il venait faire son marché. Donc non, moi je place plutôt mon espoir dans le retour, et tout porte à croire que, en tout cas, c'est en discussion, en coulisses. Je n'ai pas envie de parler avant les événements, mais je serai plus bavard, je dirais, lorsque nous verrons Monsieur Kabila Kabange de nouveau aux portes, j'allais dire, du palais présidentiel congolais. Mais d'ici là, que ce soit du côté de la Maison Blanche, de Kigali ou encore de Bruxelles, moi je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je l'ai dit en début, pour moi c'est une insulte, donc je n'attends pas grand-chose de cet événement-là. Si tu me le permets, mon cher Bachir, je suis un peu gêné quand on utilise des termes comme Hutu et Tutsi, parce que là encore une fois, les Africains gagneraient à vraiment connaître les termes exacts, plutôt l'essence exacte de ces termes.
Donc j'invite la maison For You Media, pourquoi pas à faire une émission spéciale, et je suis disposé naturellement à venir expliquer d'où viennent ces termes et comment il faut les comprendre aussi bien dans le Burundi ancien, même le Rwanda, parce que ces termes existent dans les deux pays, et aussi comment les comprendre de nos jours. Parce qu'à partir de là, nous avons tendance, nous les Africains, à utiliser des vocabulaires détournés souvent par nos amis, bien sûr je suis ironique, nos amis démocrates, paraît-il, et à partir de là, nous pouvons fausser nos analyses. Donc voilà, mon cher Bachir, ce que je tenais à ajouter, et je te restitue le micro, naturellement. Merci, mon cher Delphin. Le temps nous permettra, pourquoi pas, de vous passer justement l'antenne, et ce sera dans un autre contexte où on vous enregistrera, pourquoi pas, où vous expliquerez à la conscience africaine justement l'étymologie et même le sens donné par ces démocrates à la connotation Hutu et Tutsi. Jonathan Batengene, la parole est à vous avant de redonner la parole à Luc Michel pour la dernière. Tout à fait. Je prendrai un élément. Luc Michel parlait de Jacques Foccart, oui, qui avait une sorte de prééminence dans le précaré belge. Mais pourquoi? Parce que historiquement, ça s'explique. Les Belges avaient depuis 1922 accordé une préférence à la domination française par rapport à celle britannique dans la gestion des affaires sur leur territoire d'influence. Oui. Et au nom de cela, les Français avaient donc une sorte d'avantage en matière de traitement des problèmes sur les zones d'influence belges. Ils pouvaient se permettre d'aller là-bas pour jouer dans la cour des Belges sans se faire taper dessus de manière très, très virulente. Ils avaient une certaine tolérance de la part des autorités des Belges, et ça s'était négocié avec la royauté belge. C'est depuis 1933 que ça se passe comme ça. Il y a aussi que, quand nous parlons de l'influence montante des États-Unis, qui était Étienne Tshisekedi, justement? Il était l'un des commissaires généraux du gouvernement provisoire qui a été formé par le président Mobutu, qui était lui-même un agent secret de la CIA. Alors, et donc, Étienne, c'est le père de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, qui est le président de la République. Après cela, il a été commis comme ambassadeur pour le compte de Mobutu. Et puis, il a cassure avec Mobutu, elle se souvient quand? En 1970, c'est-à-dire 9 ans après la mort de Lumumba. D'ailleurs, il appelait Lumumba le crapaud, il faut bien tenir le mot, c'est très fort. Donc, le père de Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, n'était pas un nationaliste. Et là, je suis d'accord avec Madame Yao qui dit que c'est quelqu'un qui a contribué. D'ailleurs, dans la dénonciation, il est célèbre pour une lettre qu'il a commise en 1960 qui dénonçait les amis de Lumumba au Congo. C'est lui qui était l'acteur qui a dénoncé. Et donc, il était dans le même sillage que Mobutu. C'était quelqu'un qui voyait de manière positive la relation avec la Russie, avec les États-Unis. Je tiens à préciser que les États-Unis et la Belgique jouissent d'un statut particulier depuis 1966. Le siège de l'OTAN était d'abord à Paris. C'est depuis 1966, lorsque le général de Gaulle a décidé de retirer du retrait de la France de l'OTAN, que le siège de la Belgique de l'OTAN a été redéplacé en Belgique. Et les Belges ont, depuis 1951, commencé à manifester leur désir d'avoir une place prépondérante dans les échanges, dans la sphère d'influence internationale. Ils l'ont manifesté aux Nations Unies et ils l'ont reprécisé dans le cadre de l'OTAN. D'ailleurs, avec le retour du siège de l'OTAN, avec l'arrivée du siège de l'OTAN en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé? 1967, les Belges ont reçu le privilège de rédiger le rapport qui faisait la prospective de l'OTAN pour les années à venir. D'ailleurs, les Belges vont formuler les bases de la diplomatie de l'OTAN. Ils vont mettre le fameux bâton et la carotte, ce que Luc Michel a souvent appelé cette politique du gros bâton qui parfois arrive, c'est-à-dire le bâton et la carotte. C'est les Belges qui vont poser cela comme les principes cadres de l'OTAN. Les Belges ne l'ont pas obtenu, cette sphère d'influence,
au prix de rien. Oui. Ils ont dû sacrifier des choses aux États-Unis. Et l'un des éléments phares qu'ils ont sacrifié, c'est justement leur sphère d'influence au Congo. Là, ils l'ont fait au détriment des Français et des Britanniques. Des Français s'arrangeaient surtout les États-Unis parce que De Gaulle était quelqu'un qui voulait montrer qu'il avait la possibilité de tenir une Europe forte. Donc il fallait sanctionner De Gaulle et lui montrer que désormais, c'est les États-Unis qui tiennent ce précaré. D'ailleurs, les États-Unis vont monter en puissance. Et quand on parle de ce nouveau Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi, c'est encore une fabrication de la CIA. On va le trouver en Belgique. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Luc Michel a parlé de présumé faux diplôme. Il y a beaucoup de choses qui ont circulé. Il se dit qu'il était plutôt un serveur dans des McDo. Donc, c'était quelqu'un qui n'avait pas une véritable expérience politique. Oui. Il n'avait pas une véritable expérience politique. Et qu'il a été coopté par les cercles de renseignement états-uniens en Belgique. La Belgique, c'est le cœur de l'OTAN. Hein. Ils ont coopté carrément M. Tshisekedi et l'ont imposé. D'ailleurs, ça a tellement frustré M. Fayoulou que revenu de là, il a remis en question l'entente qu'ils avaient réalisée en Belgique. Donc, M. Tshisekedi est exactement comme son père Étienne. Il est l'héritier d'un système néocolonialiste. Il est l'héritier d'une relation particulière avec les États-Unis, mais surtout sur le territoire de la Belgique. Parce que même Mobutu a été coopté à la CEDEAO. C'est en Belgique qu'il a été coopté, puis il a été amené aux États-Unis. Donc, la Belgique a joué un rôle très très important. Je parle d'un rôle de... Oui. Je ne suis pas en train de minimiser, je parle d'un rôle de procuration. La Belgique n'est pas l'acteur principal dans cette relation. L'acteur principal, c'est les États-Unis, mais la Belgique est le facilitateur. Aujourd'hui, pour ne pas s'éloigner trop, puisque nous allons vers la fin de l'émission, est-ce que ce rapprochement avec le roi belge est une façon, comme le pensent certains Congolais, de renouer avec l'ancien colon, de retravailler une sorte de France-Afrique 2.0 à la Belge? Pas retravailler, parce que ça n'a pas disparu. Si Félix Tshisekedi était effectivement la continuation de son père, qui lui également avait une grosse affiliation avec les réseaux politiques en Belgique. D'ailleurs, vous savez que pour son exil, il avait choisi la Belgique. Donc, Félix Tshisekedi n'est en fait que le fruit de cette fabrication. C'est là-bas qu'ils ont leurs assises. La pseudo-réconciliation dont il est question ne posera jamais les problèmes phares que nous avons cités d'entrée de jeu sur la table. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est de ce commerce tout à fait mafieux que la Belgique survit. Et puis là, vous avez parlé, que ce soit Delphin ou bien Luc Michel, de la fortune du roi des Belges. Oui, cette fortune est questionnable. Que la fortune du roi des Belges est énorme. C'est une des rares fortunes d'une royauté qui est vraiment stratosphérique. Et ça pourrait faire partie de ce qu'on appelle la politique de demande de pardon, je sais pas, de réconciliation qui serait souhaitée. Il faudrait indemniser le peuple congolais, mais alors à quelle hauteur? Avec tous les crimes qui ont été commis là-bas. Le roi n'est pas seul, il est avec son premier ministre et tout un gouvernement. Ça veut dire que des accords seront signés certainement. Luc Michel, alors on a 3 minutes ensemble et c'est à vous qu'on nous donnons la dernière parole pour cette édition. Luc, quand je lis les commentaires de nos téléspectateurs sur YouTube, je vois un peu Fidel Macabou, je vois Good Luck Dominique, Brandy Kabea. Alors ils échangent et finalement il y a un mot qui revient à chaque fois. On parle de l'Église. L'Église. Et quel rôle l'Église a-t-elle joué justement dans cette colonisation belge qui a laissé beaucoup, mais alors beaucoup de sang couler? L'Église, elle joue le rôle d'un pilier central. Mais avant d'en parler, il faut dire un mot sur les sectes Bourgotin, parce que j'ai entendu beaucoup d'inexactitudes. L'actuel roi des Belges, c'est l'arrière-petit-neveu de Léopold II. Léopold II n'a pas d'héritier mâle. La couronne va à son neveu, le roi Albert, c'est le roi de la guerre 1914-18. Et il a ses fils, ses petits-fils Baudouin et Albert qui sont rois, et son arrière-petit-fils qui est le roi Philippe. Deuxièmement, les Saxe-Cobourg-Gotha, c'est la même famille que les Windsor en Angleterre. Ce sont des Saxe-Cobourg-Gotha. Ils prennent le nom de Windsor en 1917 parce que c'est la guerre mondiale et ils ne peuvent plus porter le nom d'une dynastie allemande. Quel est le rôle de l'Église? Il faut comprendre quelque chose, c'est que l'Église, elle est avec les multinationales belges
et l'armée belge, les trois piliers du colonialisme dans le Rwanda, le Burundi et le Congo. En particulier, le système raciste néocolonial allemand des Tutsis contre les Hutus, il est pérennisé par l'Église des Belges. En 1960, au Rwanda, l'Église belge continue à gouverner. Excusez-moi, au Burundi continue à gouverner avec les Tutsis contre les Hutus. Mais au Rwanda, ils inversent le système, ils gouvernent avec les Hutus contre les Tutsis. Les Belges, la famille du roi des Belges, elle appartient à une secte politico-religieuse au sein de l'Église catholique. Le roi Philippe y appartient, le roi Baudouin y appartient. La reine Fabiola, la reine mère, qui était très proche de l'extrême droite franquiste, lui appartenait. C'est ce qu'on appelle le renouveau charismatique. C'est une secte puissante et influente qui est proche de l'Opus Dei espagnol. Dans cette secte appartenaient également les dirigeants hutus rwandais, notamment le président Bariyama. C'est le roi des Belges, Léopold, qui va protéger les débuts du génocide rwandais en 1980. Et depuis cette époque, Kagame, qui s'empare du pouvoir au nom des Tutsis au Rwanda, il tient, excusez-moi de l'expression, mais en français, on dit qu'il tient par les couilles, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il tient les Français de Mitterrand qui ont protégé les génocidaires Hutus contre les Tutsis au Rwanda, et il tient les génocidaires belges, la cour du roi des Belges, qui a protégé le génocide. Voilà ce qu'il faut savoir. Félix Tshisekedi, ce n'est pas un franc-maçon, comme l'a dit Madame Yao. Au contraire, c'est un chrétien de choc. Il est à la confluence de trois réseaux. Tout d'abord, il est membre de l'Atlantic Council, ce think tank américain tout puissant qui pilote la politique américaine en Afrique depuis Bush II, Obama, Biden vice-président, Donald Trump et aujourd'hui Biden président. Mais il appartient également à ce renouveau charismatique et à une secte pentecôtiste américaine qui est la même que celle de Donald Trump. Quand il est désigné président en 2019, rappelez-vous les images, il est mis à genoux par son entourage et il rend une grâce d'action à Dieu. Ce sont en fait des pasteurs pentecôtistes. C'est pour ça que ces pasteurs pentecôtistes qui prétendent parler aujourd'hui au nom du panafricanisme, ils appartiennent à une secte qui est en pointe dans le néocolonialisme américain en Afrique. Voilà donc ce rôle de l'Église. L'Église a évidemment une responsabilité terrible dans le néocolonialisme et les crimes du colonialisme au Rwanda, au Burundi et en Afrique. Enfin, une dernière chose sur ce qu'a dit Jonathan. Moi, j'estime et que je n'ai pas demandé pardon au peuple congolais et que les Belges n'ont pas demandé pardon. Tout simplement parce que dans ma famille, on combat le colonialisme depuis 5 générations et nous sommes très nombreux à le faire. Nous avons souffert de la répression pour ce faire. Ce qui doit demander pardon, c'est la cour du roi des Belges et l'establishment politico-financier belge qui a fait fortune sur le néocolonialisme. Ceux-là doivent non seulement demander pardon, mais ils doivent indemniser. Mais les Belges, premièrement, il n'y a pas de peuple belge. Il y a en Belgique 2 peuples. Le peuple flamand qui parle le néerlandais, qui est d'ethnie hollandaise, et le peuple wallon et bruxellois qui est d'ethnie française. Ce sont 2 peuples qui combattent depuis 1830 pour leur indépendance. Les Wallons veulent faire un retour à la République française auquel ils ont appartenu sous Napoléon, et les Flamands, ils veulent constituer une République indépendante. Personnellement, je soutiens ces 2 mouvements, tant les Flamands que les Wallons. Il est temps qu'on arrête avec cette monstruosité géopolitique qu'est la Belgique. J'ajoute une chose, c'est que lorsque la Belgique cessera d'exister, évidemment, il n'y aura plus de néocolonialisme belge. C'est la raison pour laquelle je soutiens les mouvements indépendantistes en Belgique, mais aussi en Espagne,
en Grande-Bretagne ou en Italie, lorsque ces puissances néocoloniales seront amoindries par les sécessions, eh bien, elles auront un pouvoir de nuisance extrêmement moindre en Afrique. C'est exactement d'ailleurs la position de Poutine. Poutine soutient les indépendantistes catalans discrètement. Et par exemple, lorsque j'ai organisé avec les Russes le monitoring du référendum de Crimée en 2014, j'avais dans ma délégation une très forte délégation de députés sécessionnistes flamands de Belgique, dont le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement flamand. On appelle ce parti le Vlaamse Belang. Il est pour une république flamande et je les soutiens. Merci à Luc pour cette autre contribution. Luc, qu'on retrouvera dans les prochaines éditions. Un grand merci à Delphin Mouyempodou depuis Gitega au Burundi, à Jonathan Batengini, notre consultant permanent, et à toute cette équipe technique qui nous a aidés.